Janvier 1995, le drapeau américain monte sur un bâtiment à Hanoï. Un retour et une histoire déjà longue. En 1950, le général Delattre allait chercher le soutien américain pour la guerre française en Indochine. Les États-Unis assuraient financièrement l'essentiel de l'effort de guerre. En 1953, à Dien Bien Phu, le vice-président Nixon inspectait le dispositif français, mais les Américains étaient obligés de plier leur drapeau le 30 avril 1975 à Saïgon. C'était il y a 20 ans. Bonsoir. Il y a 20 ans, le 30 avril 1975, à 7h53 précisément, le dernier soldat américain sautait dans le dernier hélicoptère sur le toit de l'ambassade américaine à Saïgon. Quelques heures après, les troupes nord-vietnamiennes entraient dans la capitale du Sud-Vietnam. Nous allons raconter ce soir la chute de Saïgon, qui mit fin à 10 ans de guerre américaine et à 30 ans de conflit dans cette région du monde. Nous allons raconter avec des images rares, inédites. Nous allons raconter avec deux témoignages exceptionnels. Celui de Jean-Marie Mérillon, qui était ambassadeur de France à Saïgon en 1975 et au cœur des événements. Celui de Bui Tin, colonel nord-vietnamien, qui est arrivé dans Saïgon avec les premiers chars et qui a reçu, le 30 avril, la reddition du dernier président sud-vietnamien, le général Minh. Avec les explications limpides de Gérard Chalian, expert en géostratégie, spécialiste des guerres de guérilla, bon connaisseur du Vietnam. Mais pour comprendre pourquoi les Américains sont partis du Vietnam, il faut savoir quand et comment ils y sont arrivés. Flashback, Genève, 1954. Ce sera pour aujourd'hui ou ce ne sera jamais, déclarait M. Mendes France le 20 juillet, après un dernier entretien avec M. Molotov. Cette fermeté devait avoir raison des derniers obstacles. La guerre d'Indochine est finie. Les Américains refusent d'avaliser l'accord de paix qui prévoit le partage du Vietnam en deux au niveau du 17e parallèle. Des élections libres sont prévues au sud dans un délai de 2 ans. Le nord revient à Ho Chi Minh et s'installe dans le communisme à la frontière sud de la Chine de Mao Tse-tung. Les communistes du Viet Minh rentrent triomphalement à Hanoï après 9 ans de guerre. 9 ans plus tôt, en 1945, dans cette même ville de Hanoï, Ho Chi Minh avait déjà proclamé l'indépendance du Vietnam. Le corps expéditionnaire français plie bagages et réembarque. Dans le même mouvement, une partie de la communauté catholique vietnamienne du Nord, effrayée par le régime communiste, s'exile vers le sud, souvent dans des conditions dramatiques. Elle allait constituer le principal soutien du gouvernement du Sud-Vietnam, dirigé par Ngo Dinh Diem. Diem, catholique lui-même, formé aux États-Unis, homme des Américains, anticommuniste virulent, nationaliste, ultra-conservateur, dirige le Sud-Vietnam d'une main de fer avec l'aide de sa famille qu'il place aux postes principaux, en particulier son frère Nou, maître de la police et de l'armée. Diem crée son armée, financée par les États-Unis, qui envoie du matériel et un premier contingent de 375 conseillers militaires. C'est un bon fusil? C'est bon. Diem refuse les élections prévues par les accords de Genève, de peur de les perdre, et engage une politique de répression féroce contre tous les opposants et d'abord contre les communistes. Le Nord réagit afin de soutenir les révolutionnaires du Sud. Ce fut en 1959 que le président Ho Chi Minh et le comité central de notre parti a pris la décision d'ouvrir la route qui, depuis lors, porte le nom de notre grand leader. À ces heures difficiles, les Américains renforçaient ce qu'ils appelaient la guerre spéciale. Quant à nous, nous étions décidés à briser le blocus ennemi à tout prix et à résoudre le problème de logistique entre le Nord socialiste et le front du Sud sur une échelle de plus en plus. Dès 1955, les infiltrations de combattants se pratiquent à grande échelle par la piste Ho Chi Minh qui devient l'axe stratégique du conflit vietnamien. Une multitude de chemins, de pistes et de routes forment le cordon ombilical militaire entre le Nord et le Sud.
En décembre 1960, les communistes du Sud fédèrent sous leur houlette les opposants au sein du Front National de Libération. Pour soustraire la population à l'influence du FNL, Diem vide les campagnes et rassemble sous haute surveillance les paysans dans des camps. De 1960 à 1963, les conseillers militaires américains passent de quelques centaines à près de 20 000 hommes. Les bérets verts, soldats d'élite, sont désormais engagés sur le terrain contre la guérilla. Dans les villes, les manifestations bouddhistes menacent la légitimité de Diem le catholique. L'opinion internationale est choquée par les suicides successifs des bonzes qui s'opposent à Diem. Le président Kennedy prend acte de l'échec du régime et décide de lâcher Diem. 1er novembre 1963, coup d'état militaire à Saïgon. Diem et sa famille sont renversés. Le lendemain, Diem et son frère Nou sont suicidés avec l'accord des Américains. Le général Min, dit Gros Min ou Big Min, dirige la junte militaire. Certains observateurs qui ont assisté à ces journées de Saïgon ont vu des officiers américains au milieu des officiers vietnamiens. Et de là, beaucoup ont conclu que ce coup d'État était dirigé par les Américains. Non, c'est faux. Ils étaient fous contre nous parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Ils étaient fous contre nous, je peux vous dire. Je n'ai pas noté les dates exactes de nos conversations, mais je sais qu'à un certain moment, avant le coup d'État, je leur ai donné le feu vert, sur instruction de mon gouvernement. Les statues de Diem sont renversées. 3 semaines après, Kennedy est assassiné à Dallas. Johnson le remplace. 2 août 1964, un bateau de guerre américain est attaqué par des bateaux nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin. On apprendra plus tard, par la publication des dossiers secrets du Pentagone, que cet incident était une provocation américaine. Il sert de prétexte au président Johnson pour justifier un nouveau pas dans l'engagement militaire. Our response for the present will be limited and fitting. La guerre américaine contre le Nord-Vietnam est engagée, limitée pour l'instant à quelques objectifs stratégiques et industriels. Il s'agit de faire plier le Nord pour tenter de gagner au Sud. Mais le Nord-Vietnam ne plie pas et s'installe dans la guerre, tandis qu'au Sud, les Américains s'enlisent. L'engagement s'accélère. En mars 1965, les premiers débarquements massifs de GIs ont lieu à Da Nang. C'est l'escalade. 190 000 Marines en 1965, 480 000 en 1967 et 550 000 en 1968. Après la guerre aérienne, les États-Unis s'enfoncent dans la guerre terrestre avec l'utilisation systématique de ce qu'ils croient être l'arme absolue. L'hélicoptère devient le symbole de cette deuxième guerre du Vietnam. En plein cœur de Saïgon,
le plus audacieux des attentats Viet Cong, a gravement endommagé l'ambassade des États-Unis, faisant 17 morts, dont 2 Américains, et 150 blessés. L'orgueil de l'Amérique est bafoué par les Viet Cong. En représailles, Johnson ordonne l'escalade des bombardements aériens au nord. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage. Nous gagnerons cette guerre. Après plusieurs coups d'État militaires à Saïgon, Johnson et le général Westmoreland ont trouvé des interlocuteurs politiques plus stables. Le général Thieu et le général Key se partagent le pouvoir au sud. À la fin de l'année 1967, les États-Unis peuvent encore croire à la victoire. Mais pour l'heure, il faut que les 550 000 GIs fêtent Noël. Raquel Welch, Bob Hope et d'autres se dévouent. Gérard Chaliand, là, on vient de voir dans ce film que tout de suite, immédiatement, les Américains ont pris la relève des Français. Ils ont mis en place le régime de Diem, qu'ils ont soutenu, qui était leur créature. Alors, qu'est-ce que venaient faire les Américains au Vietnam? Les Américains, ils sont venus par glissement progressif. En définitive, entre 1950 et puis 1965, ils vont avoir 3 objectifs. Le premier, c'est celui de l'endiguement. Vous vous rappelez qu'en 1949, c'est déjà la guerre froide. Nous avons la première bombe soviétique, nous avons la révolution chinoise, il y a des maquis aux Philippines, il y a des maquis en Malaisie, et puis il y a cette affaire d'Indochine. Alors les Américains, à partir de 50, vont chercher à conforter les Français, et puis, à leur avis, l'ennemi à ce moment-là, c'est la Chine. Donc ils vont endiguer les communistes, ils vont lutter, à leurs yeux en tout cas, contre les Chinois, et ce qu'ils veulent éviter, c'est ce qu'ils appellent la théorie des dominos, c'est-à-dire si l'Indochine tombe, eh bien, toute l'Asie du Sud-Est va suivre. Vous voyez que leur but de guerre, au cours en définitive des 15 années, va changer. À la fin de la fin, ils n'en auront plus qu'un seul, essayer de maintenir au Sud un régime qui ne soit pas communiste. Donc au départ, c'est clair, c'est empêcher le communisme de s'étendre sur toute la péninsule. Mais on voit aussi très vite que les Nord-Vietnamiens, les communistes, interviennent aussi au Sud. Diab, dans le film, là, parle de l'ouverture de la piste qu'on appelait la piste Ho Chi Minh, qui était en quelque sorte l'autoroute de la Révolution, quoi. Bon. Et quel est le but, alors là, des Nord-Vietnamiens au Sud? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, ils n'en ont eu qu'un seul, en fin de compte, du début à la fin de la guerre. D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'en 1954, dans l'esprit de ceux qu'on appelle, nous, les Nord-Vietnamiens, il n'y a pas de Nord et de Sud-Vietnam avec au milieu cette ligne du 17e parallèle. On s'est battu au Nord, on s'est battu au centre, on s'est battu au Sud. Le Sud a ce que l'on appelle, dans le vocabulaire américain, des zones pourries, avec une foule de Viet Cong qui sont là-dedans et qui attendent en principe de 54 à 56 ces fameuses élections qui avaient été prévues par les accords de Genève et qui n'auront jamais lieu. Et en fin de compte, à partir de là, le régime du Nord-Vietnam, parce qu'il va y avoir à partir de 55 un Sud-Vietnam créé à l'instar en fin de compte de la Corée du Sud, c'est un peu ça que les Américains veulent faire, eh bien les Nord-Vietnamiens, qui sont en fin de compte des gens qui, avec les autres communistes, ont pris en charge dès 1930 le nationalisme vietnamien, ils n'ont qu'un seul but, réunifier. C'est le but historique, on peut réunifier le pays. Et ils vont le faire comme des nationalistes, ils vont le faire comme des communistes aussi. En éliminant aussi les autres formes de courant du nationalisme. Tout à fait. En éliminant tous ceux qui ne sont pas de leur mouvance,
avec cette espèce de patience propre à certaines des sociétés d'Asie orientale et cette froide détermination caractéristique des communistes. Alors on a vu là, toujours dans le film, que c'est le président Johnson qui engage vraiment l'Amérique dans la guerre avec cette fameuse escalade, et en particulier avec les bombardements au Nord-Vietnam. Alors il se trouve que vous étiez au Nord-Vietnam en 67. Quel était l'effet de ces bombardements massifs sur les Vietnamiens? Alors l'idée des Américains, à travers cette escalade aérienne, qui a d'ailleurs été graduelle, ce qui à mon sens était probablement stratégiquement une erreur, c'était premièrement de briser le moral des Vietnamiens et deuxièmement, et peut-être encore davantage, de briser l'ensemble de l'infrastructure industrielle qui avait été patiemment construite entre 1955 et 1965. Effectivement, moi j'y étais pendant 2 mois, surtout dans la zone du Delta, pour voir un peu comment étaient organisés les gens. Ils arrivaient à leur fin, est-ce qu'ils démoralisaient la population? Non, justement. Grâce à ce que les Vietnamiens appelaient la dispersion, à l'échelle des villages dans lesquels j'ai vécu, il y avait eu une décentralisation de tout ce qui avait été à Hanoï, à Haiphong, en matière d'usines, en matière d'hôpitaux, en matière d'universités. Toutes ces unités étaient reconstituées à l'échelle de la province pour qu'on puisse, en quelque sorte, subsister à l'échelle de la province ou à l'échelle même du village. D'ailleurs, on ne pouvait pas facilement se déplacer. On roulait à 15 à l'heure, de nuit. Les ponts étaient mis le soir à travers des bateaux. Le matin, on les enlevait pour éviter les photos aériennes. Il y avait des trous individuels partout. Les classes, j'en ai vu. Il y avait au milieu de la classe une tranchée comme ça. Dès qu'on entendait « my bye », les avions, les gosses descendaient, ils allaient se planquer, on attendait la fin et on recommençait le cours. Donc il y avait une extraordinaire espèce de détermination patriotique. Et je me souviens d'un slogan que je m'étais fait traduire du vietnamien et qui m'a toujours d'ailleurs marqué dans la vie, c'est quand on est préparé au pire, on garde toujours l'initiative. C'est comme ça qu'il fonctionnait, ça rappelait, je suppose, un peu le Blitz chez les Anglais. Pour autant, est-ce que ce bombardement américain était massif, total? Est-ce que c'était une guerre aérienne totale? Non, dans la mesure où on n'a pas brisé les digues, sauf de façon accidentelle. Et les digues, vous savez que c'est véritablement au Nord-Vietnam tout particulièrement catastrophique si on les brise. Deuxièmement, jusqu'à 1972, Hanoï et Haiphong, c'est-à-dire les 2 villes principales, ont été épargnées. En d'autres termes, l'escalade graduelle portait bien son nom, du 17e au 19e d'abord, puis à partir du 20e, mais on a eu le temps de l'autre côté de s'organiser. Alors au sud, à partir de 67, on a vu là sur ces images impressionnantes l'énorme machine de guerre américaine, son matériel, son infrastructure, sa logistique qui se met en place, et pourtant ça patine. Pourquoi, malgré la supériorité incroyable des États-Unis, pourquoi ils n'arrivent pas à gagner? Pourquoi la victoire militaire est impossible? Je crois qu'il y a une série de raisons. La première, c'est qu'effectivement, les États-Unis vont se heurter à une vaste guerre révolutionnaire, à une insurrection, c'est-à-dire à quelque chose qui, dans le cadre de leur culture stratégique, n'est pas du tout classique. Ce que les Américains font le mieux, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre du Golfe, comme on vient de le voir, c'est-à-dire supériorité matérielle massive et assaut frontal, écrasement de l'adversaire. Là, l'adversaire, on l'a cherché. Vous savez, c'était le search and destroy, c'est-à-dire traquer et détruire. D'ailleurs, quand les Sud-Vietnamiens qui combattaient, c'était plutôt le search and avoid, c'est-à-dire ils se sauvaient plutôt. Donc ils sont restés en fin de compte seuls, ces Américains. Les Marines se sont bien battus, mais ils ont commis une erreur très importante, les Américains à mon sens, et que les Russes ont d'ailleurs commis aussi en Afghanistan. Ils ont engagé dans cette affaire des conscrits. Ce genre de guerre ne se mène pas avec des conscrits, ça se mène comme les Anglais en Malaisie, avec des professionnels. Ensuite, il me semble qu'il y a eu une autre erreur, c'est le gradualisme. C'est-à-dire qu'on a débarqué moins de 200 000 hommes en 1965. Il a fallu 3 ans pour arriver à 550 000. À chaque fois, le Nord a réussi à réalimenter d'abord les pertes du Sud et d'autre part, de s'adapter aux nouvelles méthodes américaines. Donc, à mon sens, le gradualisme et d'autre part, le type de guerre révolutionnaire convenait assez mal aux troupes américaines, particulièrement quand n'étaient pas des professionnels. Alors, illustration de ce que vous venez de dire, l'offensive du Tet, janvier 68, c'est-à-dire l'un des tournants de la guerre, sans aucun doute. 30 janvier 1968, alors que le pays s'apprête à fêter le Tet, le nouvel an vietnamien, les Viet Cong lancent une attaque générale dans tout le pays. Ils prennent Hue et plusieurs grandes villes provinciales. Les forces révolutionnaires ont pour mission d'occuper les villes, de désorganiser l'administration et de provoquer l'insurrection. À Saigon, les commandos prennent plusieurs points stratégiques.
un groupe de 19 Viet Cong occupe pendant 7 heures le Saint des Saints, l'ambassade américaine elle-même. Les Viet Cong engagent dans cette bataille 90 000 combattants. Ceux-ci tiennent plusieurs jours et dans certains endroits, plusieurs semaines. Mais les villes restent passives, les combattants sont trop inexpérimentés, la logistique insuffisante. Passé le premier moment de surprise, les troupes gouvernementales organisent la contre-offensive, rapidement et à la surprise de tous, efficacement. À Hue, les GIs mettent 26 jours à déloger les Viet Cong. Les Boys ont 1500 tués et 7800 blessés. Pour les communistes, le bilan est très lourd. 6000 prisonniers et 30 000 tués. Les révolutionnaires du Sud sont anéantis, mais Hanoï n'a pas engagé son armée régulière. Militairement, l'offensive du Tet est un échec, mais l'impact politique est retentissant. Le message est clair, jamais les Américains ne parviendront à gagner cette guerre. L'image à la télévision de l'ambassade américaine occupée, celle, plus violente, de l'exécution sommaire d'un prisonnier, bouleverse l'opinion américaine. En Amérique et dans le monde, les manifestations anti-guerre se multiplient. Déjà, près de 3 millions de jeunes Américains sont passés par le Vietnam. Trop y sont restés. Ceux qui doivent partir brûlent leur livret militaire. Pour Johnson, il est temps de trouver une porte de sortie honorable. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. I renew the offer I made last August to stop the bombardment of North Vietnam. We ask that talks begin promptly, that they be serious talks on the substance of peace. We assume that during those talks, Hanoi will not take advantage of our restraint. C'est au nouveau président Nixon, successeur de Johnson, de trouver la solution. Avec Kissinger, son conseiller, il définit une nouvelle politique. Retrait des troupes américaines terrestres, intensification de la guerre aérienne, mais en même temps, ouverture de négociations. Celle-ci s'ouvre à Paris, avenue Kléber, le 10 mai 1968, en pleine agitation étudiante. Américains et Vietnamiens du Nord se retrouvent d'abord en face à face. Pour participer aux négociations, les Viet Cong créent en juin 68 un gouvernement provisoire, le GRP, représenté par Madame Binh. Les sudistes renaclent, puis acceptent enfin de se mettre autour de la table. Les pourparlers sont engagés, mais la guerre s'enlise dans la rizière vietnamienne. Pour les GIs, le sentiment d'inutilité, le découragement et la peur entraînent désertion et refus d'obéissance. En 1970, 30% des soldats américains sont toxicomanes. Et comme le soulignaient les instructeurs aux derniers arrivants, vous ne rencontrerez peut-être jamais de Viet Cong, mais vous n'échapperez sûrement pas à une maladie vénérienne. De quoi alimenter le blues du GI. Peu à peu, les soldats américains sont remplacés par des soldats vietnamiens. C'est la vietnamisation. Sur le terrain, on dit plutôt qu'on change la couleur des cadavres. Avec l'aide de la CIA, les sudistes lancent l'opération Phoenix, une opération de guerre spéciale qui vise à infiltrer et détruire l'appareil communiste. 70 000 cadres Viet Cong sont éliminés, mais le Nord amplifie son aide au Sud par la piste Ho Chi Minh. Et voilà pourquoi la piste s'est élargie et s'est transformée en un réseau de plusieurs milliers de kilomètres carrossables, permettant le passage de petits convois, puis de grands convois, et l'acheminement des unités
Dans les années qui suivent, de grandes unités, y compris l'artillerie, les blindés, les fusils. Si les GI se retirent peu à peu des opérations terrestres, l'aviation américaine continue ses raids au-delà du 17e parallèle. Le Nord-Vietnam a mis en place une défense anti-aérienne efficace grâce à l'aide de l'Union soviétique. Les fusées SAM sont redoutées par les aviateurs américains. Depuis le début de la guerre, au total, 2000 pilotes ont été tués, 1000 ont disparu et plus de 600 sont prisonniers dans différentes prisons à Hanoï, surnommées par dérision Hilton Hanoï. Les pilotes prisonniers émeuvent les Américains. John Baez leur rend visite. D'autres images, dans cette première guerre télévisée, troublent l'Amérique. Le napalm, Kim Phuc, la petite fille en flammes. La guerre du Vietnam provoque une véritable crise de société aux États-Unis. Les vétérans jettent leurs médailles. Toute une jeunesse s'insurge, conteste et menace. Il est plus que temps de terminer la négociation et d'arriver à la paix. En marge des négociations officielles, le Nord-Vietnamien Le Duc Tho et Kissinger, le conseiller de Nixon, se rencontrent depuis longtemps dans la banlieue parisienne pour accélérer le processus de paix. À la fin de 1972, l'accord est proche. C'est l'ultime bras de fer. Nixon ordonne une dernière escalade aérienne, le bombardement de Noël sur Hanoï. 40 000 tonnes de bombes en 11 jours. Au total, les Américains auront déversé sur le Vietnam 2,5 fois le tonnage de bombes utilisé pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Même leurs pilotes, prisonniers à Hanoï, peuvent se mettre à l'abri. Dernière opération officielle de la guerre du Vietnam, avenue Kléber à Paris, l'offensive des stylographes. En 36 minutes, 188 signatures ont été apposées par les 4 parties participantes à la conférence, après 4 années de négociations. 4 années durant lesquelles, sur le terrain, l'histoire s'est écrite non avec de l'encre, mais avec du sang. 32 documents dont on souhaite qu'ils ne soient pas de simples chiffons de papier. Nous sommes toujours dans cette salle de conférence de l'avenue Kléber où ont été signés les accords de Paris et qu'on vient de voir sur les archives. Gérard Chalian, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'offensive du Tet, sur les conséquences de cette offensive, parce que ça a bien été un des moments forts de cette guerre, un des tournants. C'est le tournant, même pourrait-on dire. D'abord, c'est une surprise extraordinaire. 3 mois avant, en novembre 1967, le général Westmoreland annonce « Nous en sommes à la phase finale de la pacification ». Et d'un seul coup, à Hue, à Da Nang, à Nha Trang, à Saigon et dans 30 autres villes, il y a une insurrection généralisée qui va prendre un bon moment à écraser et qui va être le choc pour non seulement les troupes américaines, mais également pour l'opinion publique américaine et d'ailleurs pour l'opinion publique mondiale. C'est le tournant absolu de la guerre. La popularité du président Johnson va chuter à 25% et tout à fait soudain, on va découvrir que la victoire militaire est devenue impossible. Alors vous venez de parler de l'opinion, ça a été un des facteurs déterminants de cette guerre. Je crois qu'on peut dire que la guerre du Vietnam a été la première guerre télévisée en direct. Oui, c'est exact, à ce point-là en tout cas, et on peut dire que si l'offensive du Tet, sur le plan strictement militaire, en décompte de victimes, est une défaite en réalité pour les gens du Viet Cong, c'est une victoire politique pour les communistes. Elle va absolument renverser la vapeur aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il devient respectable à partir de février 1968 d'être contre la guerre. Jusque-là, c'était les activistes
À partir de là, il va y avoir énormément de gens, des libéraux, des pacifistes de toutes sortes, qui vont faire partie du mouvement de la paix. Tout ceci va peser, et au fond, le tournant, c'est que Westmoreland, qui a demandé 200 000 hommes de plus, ne va pas les avoir. On limite à 542 000 hommes le maximum, et peu à peu, avec l'élection de Nixon, on va aller décrescendo. Alors on a vu dans ces manifestations justement américaines des vétérans, en fait, des anciens du Vietnam qui manifestaient, et justement, est-ce qu'on ne peut pas parler, à propos de l'armée américaine du Vietnam, qui est une armée de conscription, il faut encore le souligner, de désagrégation, de décomposition. Il y a eu absolument une démoralisation du conscrit, l'usage de la drogue, le refus de servir. Enfin, indiscutablement, la guerre a été menée à partir de là, soit par les Marines et les troupes spécialisées, soit par les Vietnamiens du Sud, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le processus de la vietnamisation. Bon, donc les deux parties ou les quatre négocient, on en arrive aux accords de Paris. Alors, ces accords de Paris, finalement, puisqu'il y a accord, qui gagne? C'est encore difficile à dire au début, parce qu'il y a eu, en mars 1972, une offensive des Nord-Vietnamiens au Sud, et Nixon a réagi avec énormément d'énergie, il a fait pilonner, bombarder. On s'est aperçu que la vietnamisation au Sud ne tenait pas, c'est-à-dire que les troupes n'étaient pas suffisamment fortes, mais en fin de compte, l'aviation américaine a obligé les nordistes à se retirer. Donc, quand on négocie, les Américains ont réussi à imposer le régime de Thieu. Là-dessus, les nordistes sont obligés de lâcher. Mais par contre, les Américains s'en vont, les nordistes restent. En fin de compte, à la longue, cela va peser. Et pourquoi Kissinger, pourquoi Nixon signe ces accords? Est-ce qu'on a dit beaucoup que c'était par cynisme, ils se lavaient les mains du Vietnam, et que c'était une manière de s'en tirer quoi, de cette affaire? Vous savez, ils menaient une politique mondiale, les Américains, et il n'y avait plus le soutien de l'opinion publique américaine. 75% de l'opinion publique américaine, même 2 ans plus tard, va être opposée à une quelconque augmentation de l'aide au Vietnam du Sud. Donc, réalité, c'est la lassitude de l'opinion publique américaine, et puis, peut-être, en fin de compte, que ce régime pourrait tenir. Alors, on va voir justement maintenant comment ces fameux accords de Paris de janvier 1973 ont été appliqués, ou non appliqués d'ailleurs. Quelle est votre réaction aux accords de Paris, à la signature? Nous sommes très enthousiasmés, puisque les Américains ont enfin, n'est-ce pas, accepté le retrait de toutes les forces militaires américaines du Sud-Vietnam. Et tandis que nos troupes, nous restons au Sud. Voilà, c'est un grand succès dans les négociations. Les derniers Américains abandonnent leur camp et du matériel aux soldats du Sud. Ils laissent d'autres traces, des champs entiers de ferraille, mais aussi des orphelins, des métis, que le Vietnam ne voudra jamais intégrer. La carte délimite les zones de chacun. En rouge le Viet Cong, en jaune les sudistes. Leur imbrication en peau de léopard montre que l'affrontement est inévitable. Le président sudiste Thieu, réticent dans les accords de Paris, est peu enclin à les respecter. Il contrôle les grands axes et s'efforce d'accroître sa zone. À votre avis, les Nord-Vietnamiens ont respecté les accords de Paris? Je suis le porte-parole, n'est-ce pas, de notre délégation. Des deux côtés, n'est-ce pas, on peut dire que des deux côtés, nous essayons chacun à appliquer à sa manière. Et c'était quoi à votre manière? C'est-à-dire d'empiétiner. D'empiétiner, c'est-à-dire d'occuper, enlargir notre région, soi-disant la région, zone libérée, le plus large possible. Pour le Viet Cong, le départ des Américains, c'est d'abord le répit, et ensuite la certitude que la victoire est proche.
Les Américains partis, l'armée sudiste va s'effondrer. Elle ne nous inspire aucune crainte. Elle est l'enfant des Américains. Du moment que nous n'avons pas peur du père, comment aurions-nous peur du fils? Souvent, l'armée sud-vietnamienne plante son drapeau dans la campagne, mais en fin de journée, elle se retire, laissant la place aux communistes. Le Sud-Vietnam avait d'énormes atouts, et avait des atouts militaires. Une armée considérable, extraordinairement bien entraînée, avec un matériel gigantesque, de très grande qualité, une vraie aviation, des vrais chars, une vraie artillerie lourde, etc. Plus, le pays avait une infrastructure très solide que les Américains avaient mis en place. Il y avait un réseau d'autoroutes, des ports modernes. Il y avait un satellite de communication à l'époque, qui était une chose quand même pas si fréquente. Hein. Le président Thieu, tout en maintenant la pression militaire, tente de conforter son assise politique. Il lui faut un territoire, mais aussi des soutiens pour s'opposer aux communistes. L'armée, la police secrète, les notables, le clergé catholique, mais encore et toujours les Américains. Thieu va s'assurer de l'appui de Nixon à San Clemente, en Californie. Thieu a présenté un bilan. Son bilan, c'était une sorte de reconquête d'une très large partie du Sud qu'il avait opérée avec ses forces immédiatement après la signature des accords de Paris. Et il s'était présenté à Nixon comme un gagneur. En échange, bien évidemment, Thieu a recueilli de Nixon un engagement de caractère personnel. Il n'y a pas eu d'accord secret. Sur le thème « Poursuivez votre œuvre, organisez le Sud, rassemblez-le autour de vous, et bien évidemment, si vous avez des problèmes sérieux, je suis derrière vous, et je vous soutiendrai. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Nixon est abattu par le Watergate. Thieu perd son meilleur soutien. Les communistes en tirent aussitôt la leçon. En décembre 1974, le bureau politique à Hanoï adopte une stratégie en 2 ans pour la réunification du pays, mais il reste une inconnue. Que feront les Américains? Comment ce sera la réaction des États-Unis? Est-ce qu'ils vont renvoyer les troupes au Sud? Et surtout, est-ce que les États-Unis vont bombarder encore le Nord? Voilà. Et nous voyons en Gerald Ford, un président très faible, puisqu'il n'est pas élu du tout par les Américains. Et il est hésitant. Et c'est pour ça que dans la session du bureau politique, c'est Pham Van Dong qui dit que j'y ai réfléchi, c'est-à-dire sur la réaction possible des Américains, et moi je suis parvenu à une conclusion, que si on donne des récompenses, on donne des bonbons à Gerald Ford, il n'ose pas nous attaquer. Au début de janvier 1975, les Nord-Vietnamiens attaquent la province de Phuoc Binh. C'est un test. Les États-Unis ne réagissent pas. Les communistes peuvent passer à la suite des opérations. Le 10 mars, ils attaquent Ban Met Tuot, ville des hauts plateaux où les sudistes ne les attendent pas. En moins de 12 heures, la ville est prise. Pour les troupes de Thieu, c'est la débâcle. Thieu prend alors la décision, comme il dit, d'élaguer le sommet pour garder la base, à savoir abandonner les hauts plateaux à l'ouest et se replier sur la côte et Saigon, le Vietnam utile. Ce qu'il faut, c'est de ne pas nous empêtrer sur les plateaux, ne pas recommencer Dien Bien Phu. Il l'a dit, c'est une citation que je fais là. Il dit, on ne va pas recommencer Dien Bien Phu, donc conservons l'intégralité de nos forces et nous allons nous replier et établir
une défense quasiment inexpugnable autour de Saïgon et des grandes villes, Da Nang, Nha Trang. Bon, l'idée, a priori, pouvait se défendre, elle s'est révélée absolument catastrophique. Le 25 mars, Hue tombe. Le 30 mars, c'est Da Nang qui tombe. C'est la panique générale, 1 million de réfugiés, des gens qui s'enfuient par avion, par bateau, par la route, qui tournent en rond, ne peuvent plus s'enfuir, ne savent plus où aller. Da Nang n'est pas encore tombé, qu'à Hanoï, un nouvel objectif est fixé. Le plan initial, c'était de 2 ans. Quand ça se déroule, nous avons décidé, n'est-ce pas, après bonne méthode, nous avons décidé de libérer le Sud en 1975, en une année. Mais après la prise de Da Nang, de Toran et de Hue, alors nous avons dit de terminer la bataille avant la saison de pluie, n'est-ce pas? Voilà, c'est la dialectique. Vous savez, nous avons fait entrer au sud 14 divisions. Nous avons 15 divisions en tout et nous avons envoyé plus de 14 divisions au sud. Il n'en reste qu'une au nord. Il ne reste non pas une division, un seul régiment. Da Nang était tombé le 29 mars et immédiatement après, avant même la chute de Da Nang, nous avons préparé pour la dernière offensive à Saigon. Donc on était passé d'objectif 1976 à l'objectif 1975. Voilà, le raccourci de... Ça fait 55 jours ce que nous pensons pour 2 années. Veillée d'armes. Les dernières instructions sont données le 7 avril 1975 par Le Duc Tho, l'homme des accords de paix à Paris. L'offensive contre Saïgon doit être lancée au plus tard dans la dernière semaine d'avril. Gérard Chaillan, ce qui est stupéfiant dans les images d'archives qu'on vient de voir, c'est la rapidité de l'effondrement de l'armée sud-vietnamienne. Alors, vous êtes un expert des questions militaires, vous donnez des cours dans le monde entier sur ces questions. Alors moi, je voudrais que vous nous fassiez un petit cours là, et qu'on revienne un peu sur les étapes de cet effondrement de l'armée sud-vietnamienne au printemps 1975. D'abord, en ce qui concerne les forces en présence, on peut dire une chose. En principe, les troupes du Sud sont plus nombreuses, au moins sur le papier, que celles du Nord. C'est-à-dire 500 000 hommes minimum, on dit même 1 million, mais enfin 500 000 hommes minimum, seulement très peu motivés. Et puis au Nord, 9 divisions remarquablement motivées et avec une force blindée de première, tout à fait remarquable. Alors, 10 mars 1975, les Vietnamiens et Nord-Vietnamiens attaquent ici à Ban Mon Tot. Alors, ce qui j'essaye dans l'incertitude, après avoir tâté, est-ce que l'aviation américaine va bouger, oui ou non, c'est couper le pays en 2. Alors, ils attaquent ici. C'est-à-dire au milieu du pays et pas du tout au milieu du nord. pays, oui, c'est-à-dire dans la zone dite des hauts plateaux, ils attaquent ici. Ça craque. Immédiatement après, la décision est prise d'attaquer sur ce terrain-là. Et c'est la débandade. En quelques semaines, ils arrivent ici au bord de la mer à Tu Hoa. Et alors, vous savez ce que c'est la débandade? La panique entraîne la panique. Tout de suite, la ville de Hue va tomber. Le 30 mars, Da Nang va tomber. Toute la stratégie du général Thieu, qui était en quelque sorte de tenir la bande côtière, et puis de s'en tenir à ce qu'il appelait le Vietnam utile, c'est-à-dire en définitive au sud de la ligne des hauts plateaux. Cette zone qui est Saïgon, 4 millions, plus tout le delta, qui est la zone qui produit le riz. Ce delta et cette ville de Saïgon qui veut tenir, il ne reste plus que cela, en fin de compte, au bout du mois de mars, qui en l'espace de 25 jours a vu s'effondrer en définitive les unités ici, sans qu'il y ait eu véritablement
une seule grande bataille. Et pourtant, il y a une grande supériorité du côté sud-vietnamien, c'est l'aviation. Ils ne vont pas prendre les risques, disons, de liquider les SAM-7 et les tanks. Mais ce qui provoque cet effondrement, c'est la décision qui apparaît avec le recul un peu aberrante du président Thieu de justement d'ordonner le repli sur ce Vietnam utile. Donc ce qui provoque évidemment une panique terrible et l'exode des populations du Nord, et tout le monde va fuir, mêlant d'ailleurs les troupes sud-vietnamiennes qui ne pourront même pas combattre parce qu'elles sont prises dans ce flot humain. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. À mon sens, il fallait essayer de ne rien céder. Ce type de stratégie, en fin de compte, du bunker ne peut pas marcher à partir du moment où un bon tiers du pays, du point de vue de la population, s'effondre et que la panique entraîne la panique. Alors évidemment, de l'autre côté, du côté des nord-vietnamiens, ils vont prendre acte de cet effondrement. Ils avaient prévu, alors le général Giap le précise dans le film, une stratégie sur 2 ans. Eh bien, ils vont accélérer les cadences. Nous sommes fin mars. Eh bien, ils vont décider qu'ils foncent sur Saïgon. Il leur reste 1 mois, le mois d'avril. Vous savez que la saison des pluies, c'est le début du mois de juin. Oui. Donc, avril-mai, ils ont, en fin de compte, devant eux 2 mois. Ils vont tenter le coup et en 1 mois, ils vont l'emporter. Saïgon va être absolument entouré. Et à partir de là, les Américains commencent déjà à évacuer un certain nombre des Vietnamiens qui sont les plus mouillés dans le régime pro-Thieu. C'est le début de la débandade. Et celle-ci va provoquer quelque chose comme une catastrophe. Alors là, nous sommes à peu près vers le 20 avril, à la fin du mois d'avril. La bataille de Saïgon aura-t-elle lieu en images. Le 21 avril, le président Thieu démissionne en rendant les Américains responsables du désastre et de son échec. Son successeur, Tran Van Huong, un vieillard, se révèle rapidement incapable d'assurer la relève. L'ambassadeur de France, Jean-Marie Mérillon, s'efforce de mettre en place une autre solution. Le général Minh, Big Minh, capable de représenter une 3e force, d'assurer une transition, d'incarner une solution politique de compromis. Le 28 avril, Big Minh est nommé chef de l'État. La marche militaire a été plus rapide que l'évolution politique. Et donc, les Nord-Vietnamiens, pour autant qu'on puisse le reconstruire et qu'on le reconstruisait sur place, n'est-ce pas, ont très certainement souhaité à un moment l'installation, le départ du Thieu qu'il demandait ouvertement, le départ de Huang qui demandait ouvertement et l'installation de Minh. Mais ils se sont rendus compte que finalement, c'était pour eux des transitions inutiles. Et vous ne pensez pas que Minh peut être un moyen transitoire, enfin une solution transitoire pour éviter qu'il y ait des combats, justement? Non. Sur les directives du parti et de l'état-major général, c'est l'offensive militaire. L'offensive finale est dirigée par Le Duc Tho, le négociateur de Paris. Tran Phan Tra, commandant en chef de l'armée de libération. Pham Hung, commissaire politique. Et Phan Thien Tsung, chef d'état-major et adjoint du général Thiat. Cinq divisions se referment sur Saïgon. D'autres descendent à marche forcée du nord au sud, le long de la côte. Bien Hoa, dernier verrou à quelques kilomètres de Saïgon, tombe le 28 avril. Sur la route de Bien Hoa à Saïgon, des feux de paille balisent la route. 29 avril, on se bat dans les faubourgs de la ville. Saïgon est encerclé, c'est l'attente, la crainte du bain de sang, l'affolement aussi. Les Américains ont commencé à évacuer, augmentant la panique des Saïgonais. Qu'est-ce qui s'est passé, madame?
Des milliers de Saïgonais s'enfuient par le fleuve en prenant d'assaut les barges. Le 29 avril, l'aéroport bombardé est inutilisable. Les Américains passent à l'option 4, le plan d'évacuation par hélicoptère. Les collaborateurs vietnamiens des Américains, d'autres Saïgonais qui ne sont pas prévus dans le plan d'évacuation et qui veulent fuir à tout prix, se battent pour partir autour de l'ambassade américaine. Au fur et à mesure de l'évacuation des bâtiments américains, le pillage commence. Aux portes de Saïgon, quelques unités sudistes résistent, mais n'affrontent que l'avant-garde ennemie. « 30 avril 1975, 3h50. L'ambassadeur américain part en hélicoptère du toit de son ambassade. La radio cesse d'émettre. 7h53. Les derniers Marines protégeant l'ambassade montent dans le dernier hélicoptère. 9h du matin, Big Min, président depuis 3 jours, appelle les troupes sudistes à déposer les armes. Il n'y aura pas de bataille de Saïgon. Oui, c'est la reddition. À peine l'appel de mine lancé, cette armée s'est déshabillée. Et tous ces soldats ont abandonné leurs armes, laissé leurs chars, enlevé leurs combinaisons, ont enlevé leurs chaussures, parce qu'ils avaient des chaussures militaires, et ils se sont évanouis et perdus dans Saïgon. Et il n'y avait plus d'hommes en armes, il n'y avait plus d'armée. Et vous aviez, aux 4 coins de Saïgon, des tas d'armes, des chars, des véhicules blindés abandonnés. Je crois qu'il faut aider. La première, c'est garder son calme. Se préparer soi-même à accueillir. Les accueillir comme des frères. Vous avez peur des révolutionnaires? Non, mais j'ai peur des bombes. Avant l'arrivée des communistes, Saïgon change la couleur des drapeaux. Le drapeau blanc est monté sur le commissariat central et les bâtiments administratifs. Midi, les troupes communistes s'engouffrent dans des rues presque désertes. Midi 50, les chars arrivent dans le centre-ville et se présentent devant le palais présidentiel. Alors comment ça se passe votre arrivée, votre entrée dans Saïgon? Vous êtes dans un char? Oui, je suis sur un char avec... c'est dans les premières unités de chars qui va entrer dans le palais présidentiel. Pourquoi les chars ont enfoncé la grille et traversé la pelouse? C'est un symbole? Non, pas le symbole. C'est Big Min qui m'a dit après que
Vous savez, nous sommes pris de panique, nous sommes très inquiets. C'est pour ça que nous avons oublié de faire une décision, c'est-à-dire d'ordonner d'ouvrir largement la porte. Et nous avons oublié même donner l'ordre à nos subordonnés pour, n'est-ce pas, pour enlever le drapeau. Et lorsque je suis entré, Big Ming tout se lève. Et Big Ming il a avancé d'un pas. Il a dit très poliment que nous attendons votre arrivée depuis ce matin pour le transfert des pouvoirs. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je suis tout de suite répondu qu'il n'y a pas question de transfert du pouvoir. Tous vos pouvoirs ont été, n'est-ce pas, collapsés par notre offensive. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus dans les mains. Et ils sont très tristes. Ils sont très tristes puisque il aurait bien voulu que c'est eux qui ont pris les pouvoirs pour nous transmettre. Et avant, ils ont pensé que peut-être nous pourrons accepter une sorte de gouvernement de coalition, puisque avant, nous avons parlé beaucoup de gouvernement de coalition entre divers partis, divers composantes, vous savez. Et à ce temps-là, nous pensons tout de suite qu'il n'y a pas plus question de gouvernement de coalition. Monsieur le Président, quelle est votre impression? J'ai rien à dire maintenant. Est-ce que vous êtes fier de la victoire de vos frères vietnamiens? Oui. Mille fois oui. Tant pis pour le reste, on est dépendant. Tant pis pour le reste. Même si je perds tout, je suis content. Je suis content. Est-ce que vous n'avez pas été étonné de les voir rentrer? Non. C'est une armée tout de même qui... Ils sont corrects. Oui, mais je veux dire, sur le plan du matériel, comparé à l'armée américaine, ils sont pieds nus, etc. Et malgré ça, ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils ont une volonté de gagner. Ils ont une volonté de gagner. Mais nous, Vietnamiens du Sud, nos dirigeants sont des voleurs. Nous perdons sur la justice. Parce que nous sommes tous ici, tous les fonctionnaires, sans exception, des voleurs. La corruption était terrible ici? Terrible! J'ai demandé mon passeport, 10 millions de piastres. 10 millions de piastres. Un passeport. À défaut de passeport, certains ont vite fait de retourner leur veste. D'autres sont plus francs. Mais vous êtes contente que la guerre est finie? Oui, bien sûr, très content. Et vous les accueillez comment? Comme des frères, comme des libérateurs ou comme des Vietnamiens? Comme des Vietnamiens. Des frères aussi. Comme des frères aussi? Mais peut-être pas des libérateurs. Comme des frères, mais pas comme des libérateurs. Il n'y a pas eu une marée d'enthousiasme. Mais il y a eu l'acceptation par une partie de la population avec sincérité et espoir pour l'avenir, mais l'acceptation d'un fait qui était donc, la guerre est finie, enfin. Deuxièmement, on est sauf. Troisièmement, d'une façon ou d'une autre, notre patrie va être réunifiée. Et quatrièmement, sans doute, nous pourrons nous insérer dans la communauté internationale, travailler, jouer notre rôle. La guerre est finie. 57 000 morts américains, 250 000 morts sudistes, 1 million de morts Viet Cong, 450 000 morts civils. Le nouveau pouvoir révolutionnaire s'installe et rapidement imprime sa marque au sud. La population doit rendre les armes. Le recensement des habitants commence. Les anciens militaires et les fonctionnaires de l'ancien régime sont fichés. Les dirigeants d'Hanoï peuvent se congratuler dans Saigon rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Plus qu'un symbole,
Cette décision est déjà une profession de foi. Ils ont gagné la guerre, il leur faut maintenant gagner la paix. Gérard Chaliand, dans les heures qui précèdent l'arrivée des troupes nord-vietnamiennes à Saïgon, ça a été une panique assez épouvantable. On a vu ces scènes à l'ambassade américaine et ailleurs. Alors combien de Vietnamiens ont réussi, ont pu partir avec les Américains? 35 000 environ, c'est-à-dire probablement 10 fois moins que ceux qui désiraient partir à ce moment-là, parce qu'ils avaient été véritablement du côté de Thieu et du côté des Américains. Donc beaucoup de gens ont été laissés dehors. C'est un peu le même phénomène qui s'était passé avec les Harkis lors du départ des Français en 1962. Donc, alors ce 30 avril 1975, c'est évidemment une date importante, une date charnière. C'est un symbole, c'est la fin d'une guerre, mais en tout cas même d'un conflit qui durait depuis des décennies. Oui, ça a été ressenti, je crois, perçu d'une façon générale comme une défaite américaine, même si ce n'est pas une défaite militaire. C'est quand même un petit pays, malgré tout, même si c'est le Nord qui a fait l'essentiel du travail à la fin. Après tout, jamais... Le Nord n'a jamais qu'un pays relativement en voie de développement à ce moment-là, qui a fini à force d'obstination par l'emporter. Donc le symbole de la victoire de David contre Goliath, oui, sur l'image habituelle. Qu'on le veuille ou non, ça a été le, comment dirais-je, l'origine de ce qu'on a appelé par la suite le syndrome vietnamien du côté des Américains. Alors pendant des années, les communistes vietnamiens, nord-vietnamiens, ont parlé de troisième force. Ils ont créé le fameux GRP, le gouvernement provisoire, et très vite après leur entrée au sud, ils ont disparu du paysage. Cette troisième force, GRP, on ne sait pas où ils sont passés. Écoutez, je crois que toute l'histoire de la troisième internationale, depuis Staline, nous montre que les communistes, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, utilisent des coalitions jusqu'au moment où ils peuvent avoir la position hégémonique et que les autres sont liquidés. Donc c'est un discours de propagande et puis après... C'est une tactique. Une tactique, c'est ça. Alors on a vu ces images d'ailleurs assez émouvantes où on voit les dirigeants du Nord qui arrivent à Saïgon, à l'aéroport de Tan Son Nhut. C'est quand même là aussi le symbole de l'arrivée du Nord au Sud. C'est l'enclenchement de ce qu'on a appelé la normalisation. Oui, d'une part, vous savez qu'il y avait cette troisième force également, dont nous n'avons rien dit. À mon sens, la troisième force n'a jamais eu non plus, avec le Gros Mine, la moindre chance. Mais ça, c'était très tard. Oui, mais enfin, on aurait pu s'y prendre même avant. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas battu du côté des communistes pour laisser le pouvoir aux mains d'une coalition, quelle qu'elle soit, et certainement pas de gens aussi neutres que M. Mine. Donc très vite, ils mettent en place un régime qui est un régime communiste. Strictement communiste, dominé en plus par les nordistes, et qui, à partir de 1978, va... opérer ce que vous avez appelé la normalisation en y mettant, je crois, un D dans la prononciation, voilà. Et qui va être, en fin de compte, le processus classique des nationalisations, planification, bureaucratie économique, etc., qui, en général, ne donne pas des résultats extraordinaires si l'on en juge à ce qui s'est passé depuis 1930 dans l'ensemble des pays de l'ex-bloc communiste. Oui, et en plus de cela, évidemment, la répression politique qui va s'accentuer. Alors il y a eu très très vite, après 1975, l'ouverture de camps qu'on a appelés pudiquement camps de rééducation, qui étaient quand même des camps assez durs. Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui combien de gens sont passés dans ces camps de rééducation? Les chiffres forcément diffèrent entre ce qu'on nous dit et les faits. Il me semble que c'est en tout cas plusieurs centaines de milliers de prisonniers dans des situations extrêmement difficiles. Beaucoup de morts. Probablement, ou plusieurs dizaines de milliers, probablement plus de 50 000. Bon, ce qui est énorme. Cette répression, cette dureté du régime va entraîner évidemment dans les années qui suivent l'exil et la fuite. Alors les images les plus fortes, celles qu'on avait vues il y a une vingtaine d'années, un peu moins, c'était les boat people en mer de Chine, mais il y a eu énormément de Vietnamiens qui ont quitté le Vietnam. Oui, il y a ceux qui sont partis par avion, il y a ceux qui ont quitté vers le nord, en Chine, et puis évidemment, le maximum, ça a été ceux qui, clandestinement, sont partis comme des réfugiés de la mer. On peut estimer qu'il y a eu probablement 1,5 million de Vietnamiens qui ont quitté le Vietnam. D'ailleurs, il est relativement facile d'en faire le décompte dans la mesure où ils se trouvent pour l'essentiel aux États-Unis, en numéro 1, très loin derrière en Europe occidentale, notamment en France, et troisièmement en Asie du Sud-Est, en moindre nombre. Alors au niveau là international, du rapport de force internationaux Est-Ouest, parce qu'en 1975 on était encore dans ces rapports de force Est-Ouest,
Cette chute de Saïgon, ce 30 avril 1975, qu'est-ce que ça a marqué? Est-ce que ça a eu des conséquences? Oh oui, oui. À propos, il y a cette politique brejnevienne qui, souvenez-vous, était l'ancien secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Oui, vous avez raison. Oui. En effet, donc il y a cette politique brejnevienne d'une offensive généralisée en politique étrangère, pour d'ailleurs couvrir son incurie à l'intérieur du point de vue économique. Et on va avoir dès 1976 l'Angola, qui va en définitive